Bonjour pour cette nouvelle vidéo de la statistique. Je suis avec Monsieur Sidi Sawadougou, c'est bien ça. Vous êtes burkinabé, c'est bien ça? C'est bien, exact. Ok, pouvez-vous vous présenter brièvement pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Alors moi c'est Sidi Mohamed Sawadougou, je suis d'origine burkinabé. Et j'ai fait toutes mes études en Côte d'Ivoire, de l'école primaire jusqu'en terminale où j'ai obtenu le bac C. Et juste après l'obtention de mon bac C, je suis entré au Burkina où j'ai fait une étude en mathématiques fondamentales. Et juste après la licence, j'ai passé le concours d'ingénieur statisticien économiste que j'ai reçu. Et ma formation s'est déroulée à Dakar, et à l'ENSAE de Dakar. Et voilà, à la fin de la formation, j'ai opté pour la thèse à l'Université de Montréal. Ok, faites quoi en thèse, s'il vous plaît? Je fais l'économétrie, donc mes travaux se situent à l'intersection de l'économétrie théorique, l'économétrie appliquée, l'organisation industrielle, et puis j'ai fait aussi de la recherche empirique, notamment orientée politique publique et tout ce qui va. Donc votre parcours a été mathématique, mais vous êtes venu ici et vous faites l'économétrie. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller en économie? Il faut dire qu'au départ, ma passion pour les mathématiques a commencé depuis quand j'étais à l'école primaire. J'aimais tout ce qui était calcul. Donc, après, j'ai fait un bac C. Donc, juste après le bac C, mon amour encore pour ce qui est abstrait, les mathématiques, m'ont conduit vers les mathématiques pures. Et voilà, ce qui m'a motivé à faire l'économétrie, c'est qu'à la fin, j'ai voulu tenter de comprendre quoi cette abstraction pouvait être appliquée dans la vie courante. Donc l'économétrie a servi comme un pont qui me permet de pouvoir lier ce qu'il y a comme abstraction à la réalité. Ok, d'accord, c'est compris. Vous avez fait l'ENSAE Dakar. Qu'est-ce qui a été à l'ENSAE Dakar qui vous a poussé à avoir l'amour pour la recherche? D'accord, il faut dire que l'ENSAE Dakar nous a activé cet amour pour la rigueur dans la recherche appliquée, dans l'économétrie, dans l'analyse économique, tout ça. Bien que c'était rigoureux, il fallait encore complémenter ce qui est acquis comme rigueur à quelque chose qui est orienté côté recherche, où je vais mettre à profit, au lieu de me concentrer sur tout ce qu'il y a comme répondre aux politiques économiques, tout ça. Donc j'ai voulu en fait tenter d'approfondir encore la recherche, c'est-à-dire me spécialiser dans un domaine qui me plaît le plus, qui est l'économétrie, de sorte à pouvoir mettre encore l'ancrage sur ce qu'il y a comme ce qui va avec. Donc ce qui m'a poussé à passer de l'ENSAE à la recherche. Et vous avez choisi l'Université de Montréal pour votre recherche. Pourquoi avoir choisi l'Université de Montréal? D'abord pour deux raisons. D'abord ici francophone, l'Université de Montréal, l'enseignement est fait en français. Et aussi l'Université de Montréal fait partie d'une des meilleures universités au Canada. Donc il y a deux choses, le français et le fait que l'université est très cotée au Canada ici. Donc, bon, vous avez immigré, vous avez quitté l'Afrique. Comment sentez-vous la vie au Canada? Ouais, ça va parce que je me dis qu'il faut sortir, il faut voyager pour apprendre de nouvelles connaissances, acquérir de nouvelles voir la vie autrement et allier tout ça à la recherche. Je pense que ça a été quelque chose de louable pour moi. Pouvez-vous expliquer votre méthode d'estimation par les modèles à choix discret? Ok, d'accord. Il faut dire que les méthodes à choix discret, c'est quelque chose qu'on rencontre partout. Donc, moi, mon intérêt à étudier ces modèles-là, c'est de tenter de comprendre les décisions individuelles et comment ces décisions-là impactent le futur. Donc, pour être plus concret, ici, par exemple, si je prends des individus, certains individus prennent des décisions qui sont discrètes, par exemple, le choix d'immigrer ou ne pas immigrer, le choix d'étudier tel domaine ou pas. Ça, c'est des choix discrets. Maintenant, ces choix-là impactent nécessairement, il va impacter ce que nous allons devenir plus tard, notamment notre carrière, tout ce qui va avec. Donc, moi, mon but, c'est de pouvoir utiliser ces choix discrets qu'on observe là pour retrouver les préférences des agents qu'on n'observe pas. Donc, ce qui est encore plus compliqué parce que même des agents à profil différent se mettent souvent à faire des choix différents. Donc, moi, mon but, c'est d'utiliser les données discrètes pour pouvoir retrouver ces paramètres qu'on n'observe pas, les préférences des agents. Ce qui est important à utiliser pour faire des contrefactuels, c'est-à-dire utiliser pour comprendre s'il y a une politique qui a été mise en place, quel devrait être l'enjeu de ces politiques-là sur le bien-être des agents ou bien l'utilité des agents. Mais il y a forcément des paramètres extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi on parle d'allier économétrie et mathématiques aux sciences sociales. C'est sûr qu'il y a des paramètres qu'on n'observe pas, mais nous, ce qu'on fait, c'est de tenter d'utiliser les méthodes les plus avancées, les plus rigoureuses pour pouvoir s'approcher le mieux de la réalité. Ok.
Et vous pensez que vraiment les méthodes que vous utilisez se rapprochent vraiment de la réalité? Parce que vraiment, il y a beaucoup d'aspects dans une carrière ou lors d'une carrière. Quand on prend par exemple l'idée d'immigrer, il y a beaucoup de facteurs qu'on doit tenir compte. Est-ce que vous arrivez à tenir compte du maximum de paramètres possibles? Oui, c'est pourquoi la science reste toujours évolutive, Oui. parce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des choses qu'on n'intègre pas nécessairement dans nos modèles. Donc, on ne dort pas sur nos lauriers à dire que voici une méthode qui existe. Donc, au fur et à mesure, la recherche avance et on tente toujours d'améliorer ce qui existe. C'est clair qu'on ne pourra pas intégrer tout ce qu'il y a comme, Oui, ce qu'il y a comme phénomène, mais on tente au mieux de s'approcher et on tente au mieux de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas dans notre méthode et qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Franchement, c'est très intéressant ce que vous faites. Merci. Franchement, je vous encourage à Merci. continuer. Okay. Comment traduisez-vous des concepts économiques complexes en recommandations politiques concrètes? Il faut dire que ça, c'est quelque chose la question paraît est très importante. Oui. Okay? Et la traduction est très subtile, mais très importante. Oui. Parce qu'une chose est de mettre en place des méthodes très avancées, très sophistiquées, mais une autre chose, c'est de pouvoir expliquer ce qui est sophistiqué en langage simple. Effectivement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'avant de commencer, on se base d'abord sur l'intuition économique. Okay? Donc, oui. On dérive des estimateurs, on dérive des modèles, et arriver à expliquer ce qu'on dérive de façon simple à un public que je dirais en griffe profane. Oui. Okay? Et une fois que c'est fait, on dérive en fait ce qui provient de ces modèles, c'est-à-dire les estimateurs, tout ce qu'il y a comme résultat, et on tente de traduire cela en politique économique. Okay. Et en prenant soin de dire, voilà les limites, voici les avantages et voilà les coûts qu'on devrait supporter ou bien qu'on devrait prendre à mettre en place ce qu'on a mis et ce qu'on a développé. Bon, est-ce que vous aimeriez bien traduire par exemple les concepts économétriques, par exemple du Burkina, pour pouvoir apporter par exemple des solutions, des approches de solutions ou des avis que vous pourrez faire pour pouvoir développer, pour pouvoir apporter un plus pour l'économie du Burkina? Oui, c'est ça justement. C'est pourquoi j'ai opté pour cette voie de recherche-là. Parce que cette voie-là, on ne va pas se contenter d'utiliser ce qui existe. On ne va pas se contenter d'utiliser un modèle, par exemple, parce que c'est appliqué aux États-Unis, c'est appliqué au Canada, et le calquer de façon systématique au Burkina. On va tenter de comprendre qu'est-ce qu'il y a à améliorer qui puisse être adapté dans un contexte particulier. Et c'est pourquoi j'ai choisi la voie de la recherche. Et cette voie me permet de quitter, de sortir des sentiers battus pour emprunter un chemin, emprunter une nouvelle façon de voir les choses, concevoir quelque chose qui est spécifique à mon pays, le Burkina. Ok. Vous avez créé un outil de projection de la pauvreté. Bon, quelle est la clé la plus importante? Quel est le défi le plus important dans la création de ce modèle-là? Il faut dire que l'idée est partie de façon... Bon, il faut que je dise que je ne suis pas le seul à avoir développé. C'était une contribution dont j'ai participé. C'est une équipe qui l'a conçue et j'ai contribué à développer ces méthodes-là au sein de l'équipe. L'idée est partie de façon banale, c'est du fait qu'on s'intéressait à comprendre quelle est l'évolution de la pauvreté. Et initialement, nos pays, on n'a pas assez de fonds pour pouvoir collecter des données chaque année pour dire que chaque année, voici comment la pauvreté est au niveau du Burkina ou bien de la Côte d'Ivoire ou bien de l'Afrique en général. Ce qui fait que les enquêtes qui sont censées capter la pauvreté sont souvent espacées de 5 ans. Okay. Pourtant, en l'espace de 5 ans, on a souvent besoin d'avoir des informations. Quelle est l'évolution de la pauvreté? Donc, ce qui fait que initialement, ce qui est fait, c'est qu'on utilise les taux de croissance pour pouvoir déterminer c'est quoi l'évolution de la pauvreté. Autrement dit, on nous dira que voilà, ici au Canada ou bien au Burkina Faso, la croissance était de 5% et les 5% se traduisent par un pourcentage X en termes de taux de pauvreté. Okay. Donc c'était trop systématique. Donc nous on s'est dit que dans nos pays en général, la croissance est souvent portée par les exportations des produits primaires, notamment l'or, les matières premières, ce qui n'a souvent pas d'impact immédiat sur le bien-être des consommateurs ou bien sur les populations. Donc on s'est dit que d'accord, pourquoi pas ne pas utiliser des données qui couvrent les ménages, allier cela aux données macroéconomiques pour pouvoir bâtir un modèle qui puisse répondre au mieux à l'évolution de la pauvreté. Donc, ce qui a conduit au développement de l'outil. Donc, il faut dire que l'outil, même initialement, était conçu pour les pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Niger. Mais après, étant donné que ça connaît un succès, donc plusieurs pays, 13 pays actuellement l'adoptent. Et on s'entend à ce que d'autres pays aussi se joignent à cela.
Parfait. Un exemple de vos analyses ont directement influencé une décision politique? Oui, je dirais que quand j'ai commencé à la Banque, à la Banque mondiale en 2019, nous étions chargés de collecter les données et les analyser, les traiter et participer à la rédaction des rapports pour l'évolution de la pauvreté, la migration et autres. Donc tout ça pour pouvoir faire un ciblage, qui sont les pauvres, où vivent, où est-ce qu'ils vivent et quelles sont les caractéristiques. C'est ici pour pouvoir bien les cibler, orienter les choix publics quant à ce qu'il faut faire pour pouvoir éradiquer la pauvreté. Et aussi, pendant la Covid, nous avons analysé des données concernant une enquête mensuelle qui visait à interviewer les individus pour voir les perceptions, ce qu'ils pensent de la Covid-19, tout ça pour pouvoir mieux orienter les décisions publiques et puis mieux faire le ciblage. Ok. Bon, en plus d'être doctorant à l'Université de Montréal, vous n'hésitez pas à transmettre votre savoir à travers quelques cours. Vous offrez des cours en économétrie. Exact. Oui. Quelle est la compétence, quelles sont les valeurs que vous avez d'inculquer à vos étudiants en économétrie? Il faut dire que déjà, étant dans la recherche, je comprends que c'est très important d'avoir de connaître le fondement, la base. Parce qu'il faut d'abord connaître la base, ce qu'il y a avant de pouvoir se mettre à s'attaquer à la limite des connaissances humaines en économétrie. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'abord je commence déjà à leur montrer des outils économétriques, et ensuite faire le lien de ces outils qui sont théoriques abstraits à comment ces outils peuvent être appliqués dans la réalité. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'ils tentent non seulement de créer le lien, mais aussi de leur dire et de leur montrer, voici les conditions dans lesquelles tel ou tel outil est applicable, afin de pouvoir, quant à l'outil le plus approprié pour pouvoir répondre à un problème bien déterminé. Donc voilà. D'accord. L'économétrie peut-elle résoudre la crise de la dette en Afrique? Je dirais oui, parce que d'abord l'économétrie, c'est d'abord allier les mathématiques, tout ce qu'il y a comme théorie, l'économie. Et aussi, elle nous permet aussi de pouvoir aussi évaluer, détecter les causes à effet. Donc je me dis que si on est capable de pouvoir détecter les causes à effet, les causes de la dette et les différents effets, ça nous permet de pouvoir mieux orienter les choix, guider les politiques publiques afin de pouvoir faire les choix quant à où investir pour éviter pour avoir des retombées positives, ce qui pourrait peut-être soulager un peu la dette de nos pays. Bon, vous avez parlé d'un problème de collecte des données au niveau du Sahel. Comment pensez-vous qu'on puisse améliorer cette collecte des informations? Qu'est-ce qui peut nous aider à le faire? D'abord, ce qui est important, et ça c'est une très belle question, ce qui est bien en fait, c'est que nous étant statisticiens, étant économistes, on a besoin des données. On ne peut pas se lever pour affirmer des choses qui ne sont pas fondées. Donc, il faut des données. Donc, pour ce faire, je pense que ce qu'on doit faire, c'est d'investir dans le capital humain, former les étudiants quant à comment collecter les données, investir aussi, parce que souvent aussi, c'est très coûteux aussi de pouvoir collecter les données, investir quant à comment collecter les données, les analyser, puis ensuite transmettre l'information la plus précise possible. Nous allons parler de votre développement personnel. Vous faites la recherche, vous faites le consulting, et vous faites l'enseignement. Comment arrivez-vous à trouver le temps pour jumeler ces trois? Il faut dire que c'est pas facile. Il faut être super organisé. Mais moi, ma journée typique commence déjà par commencer avec ce qui est plus complexe, la recherche, qui requiert beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Donc, une journée typique pour moi commence par exemple, je commence à ma recherche très tôt le matin, et en milieu de journée, je me consacre à faire le consulting, et finalement, je réserve la partie restante à l'enseignement. Voilà. J'ai vu aussi que vous jouez un peu au football. Et j'ai même apprécié votre talent de football. Merci. Merci. J'ai vu que vraiment, vous trouvez aussi le temps pour jouer. Oui, je pense que déjà, il faut se dire que quand on fait déjà de l'activité qui est beaucoup plus intellectuelle, il faut aussi penser aussi à faire aussi d'activités sportives. Effectivement. Et moi, principalement, j'aime jouer au football. Parce qu'au football, il y a déjà l'esprit d'équipe qu'il faut. On joue ensemble, on paye ensemble, on se bat ensemble. Donc, tout ça entre même dans le cadre même de la recherche. Comment être persévérant, comment cultiver l'esprit d'équipe. Et puis, donc, effectivement, j'aime bien jouer au football. Bon, supposons que vous avez un budget illimité. Quel projet aimeriez-vous mener? Moi, par exemple, je pense que notre continent africain, si
mais dans le cas de l'Afrique, on a besoin de développer le capital humain. Ok. Ok. On a besoin d'investir, on a besoin... Moi, particulièrement, j'aimerais développer et mettre en place un cabinet de recherche statistique et en économétrie appliquée, visant à aider les jeunes à mieux comprendre l'économétrie, comment faire usage des données pour pouvoir répondre à des questions qui sont pertinentes. Et je voudrais aussi, si j'ai un budget illimité, offrir des bourses aux étudiants qui les permettront de pouvoir voyager, faire acquérir de la connaissance à l'extérieur, parce qu'on acquiert beaucoup à l'extérieur aussi, voir comment les autres comment ils fonctionnent et le ramener chez nous. Voilà ce que j'aimerais faire. Ok. Dans 10 ans, où vous voyez-vous? Moi, je dirais que la recherche, parce que je commence à voir, parce que j'ai épousé l'amour pour la recherche. Oui. Donc, je dirais bien peut-être enseigner continuer d'enseigner, continuer de faire la recherche, travailler sur des idées qui sont intéressantes, qui ont une portée importante sur l'humanité, et voilà. Ok. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut suivre votre parcours? À un jeune, je dirais d'être curieux, Oui. et d'être persévérant, et travailler avec rigueur, et voilà, et puis ne pas se précipiter. Parce que très souvent, les bonnes choses prennent assez de temps, comme on le dit parfois. Donc, il faut souvent être patient et il faut travailler régulièrement. Ok. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner à un jeune. Pour parler des gens qui vous ont aidé, qui vous ont poussé, est-ce que vous pouvez mentionner 2-3 noms? Ok. Et je pense que d'abord, mon épouse qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu dans cette entreprise. Merci, madame. Et aussi, je voudrais aussi dire merci aux parents qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé dès le départ à entreprendre aussi ce chemin de la recherche qui n'est pas facile. Oui. Et je voudrais profiter aussi de l'antenne aussi pour remercier certains professeurs qui m'ont marqué durant mon passage. D'abord, dès le lycée, avec M. Dakou, qui m'a beaucoup donné l'envie de faire des mathématiques. Ok. Et à l'université polytechnique, j'ai aussi côtoyé des professeurs comme Dr Souré, Dr Nyankini, Dr Barreau, qui salue au passage, et beaucoup d'autres professeurs qui m'ont aussi soutenu. Et voilà, donc je dis merci à vous de m'avoir aidé, conseillé, et voilà, je pense que merci beaucoup à vous. Ok. Merci pour cette interview vraiment très enrichissante. Et merci d'avoir suivi cet épisode de La Statistique. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Ok, merci.